Bonjour à tous, vous connaissez tous la Fiat 500 qui est désormais 100% électrique. Et bien aujourd'hui, on va parler de la version vitaminée de la 500e. C'est l'Abarth 500e, une sorte de pot de yaourt bio à la sauce piquante. La question c'est, est-ce que c'est bon? Il y a deux carrosseries disponibles sur la version Abarth. Ici, le cabriolet et puis la version on va dire coupé, puisque le modèle 2 portes plus une qu'on voit dans les publicités n'est pas disponible sur le modèle sport. Je me suis mis au soleil pour vous parler des couleurs. Le bleu, c'est le bleu poison. Vous avez aussi le vert acide qui est là, ou le noir venin. Vous voyez, on nous fait tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sauce piquante. Le scorpion, c'était le signe astrologique de Carlo Abarth qui a fondé la marque en 1949. C'est une des différences qui permettra de reconnaître une Abarth d'une 500e. Il y a quelques autres modifications, en particulier le bouclier avant. Les jantes, ici, on est chaussé en jantes de 18 pouces puisqu'on est sur une finition haut de gamme Turismo. La voiture peut aussi être équipée de 17 pouces. Vous avez le scorpion stylisé à l'arrière, traversé par un éclair pour démontrer que la voiture est une propulsion 100% électrique. Sinon, la voiture a exactement la même forme que la 500e. Vous allez me dire, il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Elle reste compacte, 3,67 m de long. Ce qui différencie aussi l'Abarth, c'est que si on a des freins disques à l'avant sur la 500e, à l'arrière c'est des tambours, alors qu'ici on a des disques également. Même si la batterie est dans le sous-bassement de la voiture, le coffre reste un coffre de Fiat 500. 185 litres, ça ne sera pas l'idéal pour partir en famille en vacances. Pas de miracle non plus aux places arrière. On conserve le défaut de la 500, cette Abarth, c'est-à-dire deux petites places de dépannage ou pour des enfants. Cette finition Turismo possède des sièges baquets qui sont à la fois très jolis et très confortables, avec en particulier une partie centrale en Alcantara. Alcantara qu'on retrouve sur la planche de bord, qui est celle de la 500e, donc plus rien à voir avec les anciennes Abarth. Un tableau de bord qu'on peut paramétrer, on essaiera de jouer tout à l'heure, avec un grand écran central. Vous verrez qu'on peut y afficher les paramètres moteurs de la voiture. Un tableau de bord paramétrable. Ici, l'équipement est très complet. Climatisation automatique. Une chaîne IFI JBL. Et puis là, un petit sélecteur pour différents modes. On les voit s'afficher ici. Vous avez Turismo, Scorpion Street, Scorpion Track. Je vous explique un peu plus tard comment ça marche. Des touches pour la boîte de vitesse entre guillemets. Ça, c'est propre à Stellantis. J'aime pas trop. Pour déverrouiller les portes, on a un petit bouton, une commande électrique, mais il y a quand même une poignée de secours, vous voyez ici. Et puis on va le préciser parce que c'est une vraie nouveauté avec ce nouveau châssis. C'est un volant qui se règle en hauteur, en profondeur, qui permet vraiment de trouver la position de conduite idéale. Aussi étonnant que ça paraisse, la mécanique est strictement celle de la 500e. C'est la même batterie pour commencer, 42 kWh de capacité. C'est le même moteur électrique, mais simplement il fonctionne avec un voltage plus élevé, ce qui lui permet ici de développer 155 chevaux et surtout 235 Nm de couple disponible dès le démarrage. Et vous allez voir que c'est ça qui fait la différence. Les vrais amateurs d'automobile le savent, Carlo Abarth au départ a fait principalement des systèmes d'échappement pour améliorer en particulier les Fiat. Et vous allez voir que, alors moi ce qui me séduisait sur les 696 c'était le bruit de l'échappement justement. On se dit qu'avec l'électrique on va avoir perdu une grande partie de l'intérêt. Donc je demande à Hugues de m'aider. Voilà, vous ne rêvez pas. C'est bien une voiture électrique qui fait un bruit de voiture thermique. On peut se pencher en dessous sans risquer d'être intoxiqué
boîte et vous avez un subwoofer étanche. Il est là, sous ce cache plastique, qui émet une fréquence qui va de 65 à 3 kHz et qui reproduit le son d'un moteur thermique. On a le même son dans l'habitacle, hein, pour avoir l'impression... Bon, il manque le passage des rapports pour vraiment avoir le sentiment de se retrouver dans une 696 Tributo Ferrari, par exemple. Et on peut le désactiver, le son. Bon, c'est un petit peu complexe comme manœuvre. Il aurait sans doute été plus pratique d'avoir un bouton, mais vous allez me dire, un bouton, ça coûte cher. On va démarrer en mode cool. Je me mets en Turismo, ce qui signifie qu'on a 135 chevaux, 220 Nm de couple. J'ai coupé le bruit du moteur. On a un cabriolet, donc on va en profiter. Je décapote. Si on veut décapoter, il y a deux positions. Une première qui fait grand toit ouvrant, une deuxième qui replie la capote complètement derrière. On a vraiment le sentiment d'être dans un cabriolet. Mais la principale différence par rapport aux Abarth 695 que j'avais eu l'occasion de conduire précédemment, c'est que là on est sur une très mauvaise route et malgré les routes 18 pouces, on n'est pas du tout secoué comme un prunier. Sur une 695, c'était extrêmement raide à tous les niveaux, c'était sec. Alors attention, là, ça reste ferme en suspension, mais c'est tout à fait praticable, c'est presque confortable. Je vous ai parlé de confort, le mieux c'est encore de tester avec un ralentisseur. Bon voilà, je vous l'ai dit, hein, c'est un peu ferme, mais si on avait été avec une Abarth 695, j'aurais perdu un plombage et sans doute une ou deux vertèbres. Sur le mode Turismo, on a aussi le système conduite à une seule pédale qui est activé, c'est-à-dire que si je lève mon pied de la pédale d'accélérateur, vous voyez, la voiture freine. Elle va même aller jusqu'à l'arrêt total, donc on peut l'utiliser. 2 des 3 modes en fait fonctionnent avec ce One Pedal Drive. On va changer de mode de conduite, hein. On va passer voilà, sur le Scorpion Track. Alors là, cette fois, si je relève le pied de l'accélérateur, j'ai plus du tout de frein moteur, où il est très léger. Et c'est ce qu'on privilégiera à partir du moment où on veut attaquer un petit peu. Là, c'est vrai que le caractère de la voiture est légèrement différent. On bénéficie des 155 chevaux, des 235 Nm de couple. Vous voyez, dès que j'accélère en sortie de virage, ça se ressent. De toute façon, ce qu'on fera tout à l'heure, c'est qu'on nous a mis une piste à disposition. Donc, on va faire quelques tours de piste pour vraiment exploiter la voiture à fond. Mais là, déjà, c'est vraiment très plaisant. Et ça reste, c'est ça le plus surprenant en fait, ça reste assez confortable. À noter, lorsqu'on veut réaliser des chronos d'accélération, on ne le fera pas là, que le 0 à 100 en 7 secondes, et ça pousse, ne peut être obtenu que si on est au-dessus de 90% de capacité de la batterie. En dessous, bon, les chiffres sont pas mauvais quand même, mais on va augmenter de quelques dixièmes. Franchement, déjà, ça marche quand même extrêmement bien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, on est plutôt bien assis dans ces sièges baquets. En plus, on a un chouette volant, 3 branches avec de l'Alcantara, n'est-ce pas, pour un toucher doux. On a même le petit repère ici qui nous permettra sur circuit de savoir où sont les roues avant. Avec une batterie de 42 kWh, le constructeur annonce une autonomie en cycle WLTP de 253 km. Regardez, on est exactement à une consommation de 15,7 kWh au 100 km. Ça veut dire qu'à quelques kilomètres près, on est effectivement dans les clous de l'homologation. Cela dit, on n'a pas fait d'autoroute, on n'a pas fait de voie rapide, on a fait que de la petite route comme ici ou alors de la nationale. Et bien évidemment, on comprend que ça ne sera pas une voiture pour partir en vacances, que ça limite son usage plus à l'agglomération. C'est là, je pense qu'on les verra le plus. Ou alors, effectivement, petite route de campagne où l'autonomie est suffisante. L'affichage des jauges dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça. Vous avez même le son moteur. On est sur la piste de Lutac à Mortefontaine, ça va nous permettre de taquiner un peu le Scorpion. Déjà les accélérations, regardez,
0,50 en 2 secondes 9. Franchement, ça pousse pas mal. Et puis surtout, cette voiture, même si elle est aux alentours de 1300 kg, eh bien, elle a un centre de gravité très bas. Là, on sent bien hein, la reprise est 235 Nm de couple qui arrive instantanément. Et le freinage, bon, j'aurais pu freiner beaucoup plus tard, mais le but, c'est pas de faire un tour chrono. C'est puissant, ça freine bien. Avec les voies élargies de 6 cm par rapport aux anciennes générations. Et puis à l'empattement allongé, on a une voiture qui, tout en restant très vive, est beaucoup plus équilibrée dans les petits coins. Vous voyez, je peux accélérer largement en sortie de courbe. Non, c'est très plaisant. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas s'amuser au volant d'une voiture électrique, c'est simplement qu'ils n'ont jamais conduit de vraie voiture électrique. L'efficacité de cette Abarth 500e est remarquable parce que sur une autre piste d'essai à Baloco en Italie, les essayeurs maison vont plus vite avec la version électrique qu'avec les versions thermiques. Bon, on a perdu un petit peu, même si là vous entendez le son, on a perdu un petit peu en sensation auditive puisque le bruit est un peu linéaire. Il faudrait presque des passages de vitesse, mais dès qu'on remet les gaz, ça marche très bien. L'inconvénient quand on est à rythme élevé, c'est que la consommation très raisonnable quand on roule gentiment sans vol, là on est sans avoir forcé trop, je suis déjà à 28 kWh au 100 km. Vous voyez, on pourrait, je pense, dépasser les 30 kWh au 100 km. On retrouve la vocation urbaine de l'Abarth 500e en termes de recharge. Parce que si on peut recharger en alternative jusqu'à une puissance de 11 kW, en revanche, en courant continu, on sera limité à 85 kW. Bon, là, c'est une type 2 normale, mais si vous avez une borne Ionity, par exemple, en 85 kW, il vous faudra, pour faire 10-80%, environ 35 minutes. On évitera donc les longs trajets sur autoroute. Je me suis dit que finir avec des chevaux pour conclure sur cette Abarth 500e, c'était peut-être pas une mauvaise idée parce que des chevaux finalement, elle en a. Et puis je vais faire amende honorable. Au départ, je pensais que ce modèle 100% électrique n'arriverait pas à me faire oublier en particulier les Tributo Ferrari 695 pétaradantes, vociférantes. Eh bien, alors, bon, elle ne fait pas totalement oublier ces voitures-là, mais en termes de performance, on n'est pas très loin. Je laisse la vitesse de pointe de côté. Les accélérations sont à peu près équivalentes et surtout, on a un équilibre du châssis qui était inconnu jusqu'à présent sur les Abarth issus de la Fiat 500. Naturellement, ces qualités réelles, la voiture les fait payer. Cette version cabriolet coûte 43 300 €. Rassurez-vous, ça démarre quand même beaucoup plus bas. On démarre en fait à 36 900 €. De ces tarifs-là, vous pouvez déduire un bonus écologique de 5 000 €. C'est un peu cher, c'est 1 500 € plus cher qu'une version standard de Fiat 500 électrique. Très honnêtement, je vais vous dire, ça les vaut.